Eh bien, bonjour. En écho avec la thématique euh, du jour, je vais vous montrer donc 3 projets euh, qui s'inscrivent justement dans les milieux. euh, Là, ça va être un cœur de ville, un autre qui sera dans un parc, dans un quartier, dans un écoquartier de Clermont-Ferrand. Le premier, c'est celui dans la ville de Chaumont, une des villes du graphisme que vous connaissez peut-être. Et le dernier, ça sera un projet de signalétique qui a été fait dans un champ, dans un ancien pâturage du Lot. Donc, avant de commencer, oups, ah ouais, c'est là. Juste une petite introduction pour euh, essayer de comprendre quelle est ma pratique, puisqu'en fait, elle est assez multiple. Donc, elle s'inscrit toujours dans des milieux ou des contextes plutôt de commande publique et à chaque fois à des échelles, des économies assez diverses. Donc, et toujours, il y a un lien commun, ça va être la mise en scène de la lecture. Donc, moi, j'ai une formation de graphiste que j'ai eu la chance de faire ici, euh, à Strasbourg, aux Arts Déco. Et aussi, je suis venu progressivement à la scénographie. Et voilà, tout ça, c'est plutôt imbriqué, voilà, dans le travail, après avec les outils qui sont ceux du graphisme, ceux du design. Ça va être parfois le dessin de la lettre, ça peut être aussi la conception d'objets, de livres, de la mise en page, etc. Donc du dessin de caractère typographique, voilà, le travail de la couleur, des matériaux. Parfois du dessin pour le Secours populaire. Hem, Aussi, du mobilier pour présenter, des livres, comme ici, par exemple, dans le cadre du Facile à lire, qui est, une invitation, dans les médiathèques, pour les gens pour qui la lecture est une chose difficile. Voilà, donc il y a toujours aussi, une chose à laquelle je suis, assez, comment dire? Sensible, c'est la question du signe, la question, du langage graphique, comment il s'inscrit, donc dans les différents milieux dans lesquels on est amené, à travailler. Heu, voilà, donc ça peut être aussi du mobilier, parfois du mobilier, de récupération comme ici pour faire une exposition dans une médiathèque, des tables renversantes. J'aime beaucoup les changements de plan aussi, par exemple. Passer, d'un plan de travail, de la table qui peut être la table de travail, la table de consultation, qui d'un coup, quand elle se lève, elle devient, l'exposition et cetera. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent être, mises en mouvement, actionnées et rendre, enfin donner des niveaux de lecture un petit peu différents. Ça peut être des espaces de papier aussi, comme ici, juste, avec du marouflage et voilà, des définitions mises, au mur, à même les murs. Ça peut être aussi, enfin voilà, d'autres tables renversantes dans le cadre, de sessions posters avec des scientifiques dans le champ, arts, sciences. Ça peut être aussi, des tables, pour des ateliers pour des enfants. Par exemple, des tables qui se modulent, qu'on peut complètement démonter, qu'on peut installer en intérieur comme en extérieur. Donc là, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est la position des corps, puisque les enfants, là, se mettent en farandole pour travailler. Donc voilà, toujours, en fait, moi, je viens vraiment de l'image. Donc même quand je dessine du mobilier, il y a toujours un lien très fort avec l'image, comme ici c'est un mobilier, qui a été, fait récemment pour la Comédie de Clermont. Voilà, un ensemble de totems, hem, qui parfois sont modulables, comme ici pour créer des espaces. Voilà, donc ce genre de choses. Donc beaucoup de mobilier, mais aussi du dessin de lettres et donc les projets que je vais vous montrer aujourd'hui qui sont plutôt portés sur la signalétique et l'un sur la réalisation d'une fresque participative. Voilà, je peux vous montrer ça aussi, un kit qui a été fait
pour des sessions posters, c'est quand les jeunes scientifiques présentent leur, comment dire, le résultat de leur recherche. Souvent, ça se joue à l'échelle d'un poster. Donc là, on avait essayé avec Fanette Mélier de créer un dispositif, voilà, sur lequel on peut tourner autour, qui donne une lecture un peu plus active des contenus. Voilà. Donc comment les questions de lecture en espace une fois mises en espace, peuvent exister. Voilà, donc des signes, aussi la question du signe, etc. Top. Alors, donc je vais vous montrer trois projets qui s'inscrivent au milieu. Donc le premier, c'est une commande pour le parcours graphique de la ville de Chaumont. Enfin, c'était plutôt un appel d'offres, on va dire, même au départ. Et il y avait 5 lieux proposés, dont le gymnase Jean Masson, qui est vraiment au cœur de la ville, qui jouxte la gare et qui est un des premiers bâtiments qu'on voit en arrivant en ville. Donc c'est un bâtiment qui a hébergé le club historique de volley-ball de la ville et qui aujourd'hui sert plutôt pour les scolaires. Voilà. Donc, mais il est assez vétuste et assez, à dire, un petit peu laissé à l'abandon et toujours soumis aux questions, est-ce qu'il doit être détruit, etc. Enfin, il est un petit peu en permanence requalifié, quoi. Voilà, donc l'univers du sport, pour moi, il y avait aussi une dimension participative. Eux, dans l'appel d'offres, ils étaient assez sensibles aussi qu'on puisse amener cette dimension participative. Et finalement, j'ai décidé d'en faire le cœur du projet et en invitant donc les habitants, habitantes de la ville à participer à la conception des formes de la fresque. C'est une fresque quand même assez énorme qui doit faire 500 mètres carrés, donc je me voyais pas trop non plus arriver et poser une image là-dessus et repartir et voilà, donc je trouvais ça intéressant qu'il y a aussi une implication, heu, à cet endroit. Donc c'est une période post-Covid, qui était un petit peu délicate. Moi je voulais, emmener beaucoup de gens dans la réalisation des ateliers, quelque chose qui soit joyeux, assez sportif, hein, voilà, comme ça, qu'on puisse se retrouver dans des grands endroits. Ça a été un petit peu complexe à mettre en place à cette échelle-là, mais finalement, on y est arrivé par d'autres biais. Voilà, donc il y a une dimension étonnante aussi tout de suite dans le dessin, moi qui m'a frappé, c'est le dessin des ballons, puisque c'est quelque chose à la fois très contraint par la forme du rond et à la fois par la présence sur le terrain. Donc avec toutes les contraintes de lisibilité dans un univers déjà saturé de lignes, de couleurs, et cetera. Donc il y a l'objectif d'être lisible et en même temps, on sent qu'il y a aussi, des possibilités peut-être aux couleurs de l'équipe, aux couleurs, avec des couleurs, les plus contrastées, et cetera, quoi. Donc il y a des enjeux assez intéressants sur un objet qui paraît assez anodin au départ. Le ballon aussi, je trouve qu'il y a une dimension intéressante, c'est qu'on a tous, je pense, enfin, au moins, j'ai l'impression qu'on a tous pu connaître un ballon dans notre vie, que ce soit le ballon de plage, le ballon de baudruche, et cetera. Enfin, il y a une dimension assez attachante comme ça et dans un objet que tout le monde a pu avoir entre les mains. Voilà, donc tout de suite, il y a une analogie donc avec les formes de l'art aussi, dont les tondis, par exemple, il y a eu beaucoup de recherches faites sur ces formes circulaires. Mais aussi le cercle, c'est aussi, à l'échelle de l'architecture, ça peut se rapprocher du moucharabier ou ce genre de choses. Enfin, ça peut devenir motif. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut quitter l'image et la figuration à un moment. Voilà, donc qui dit participation, dit protocole. Donc bien sûr, j'ai pensé à Sol Levitt et sa manière de réaliser des grandes fresques, mais aussi d'impliquer les gens dans la construction de ces dessins muraux, puisque lui, ça l'intéressait pas trop, en fait, de réaliser lui-même. Donc cette dimension, elle est assez intéressante, je trouve. Voilà, donc aussi la dimension, il était à l'aise aussi bien avec le noir et blanc que la couleur. Ça, c'est aussi une chose que je lui touchante.
Voilà, donc moi j'ai proposé qu'il y ait un protocole, pour les ateliers assez simple, vraiment très rudimentaire parce que ça s'adressait à des publics, très 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 larges qui ne manipulent pas du tout le travail des formes ou le dessin et surtout je voulais qu'on quitte le dessin et la représentation ou l'idée pour aller vers, quelque chose qui est, assez basique, qui est, composer des formes et des couleurs, puis cadrer. Donc c'est vraiment quelque chose de très rudimentaire, hein, qu'on pourrait appeler ça, comme la base, du même dans le graphisme, on veut dire que c'est un des fondamentaux. Voilà, donc il y a eu, des ateliers réalisés avec les gens de la ville, avec des enfants, des adultes, des étudiants, en art et cetera. Plein de choses, de niveaux, de réalisation différents, réalisés à peu près à une échelle de 15 centimètres de diamètre. Avec un certain nombre de papiers de couleur et des compas cutters, voilà. Donc là, vraiment l'objectif c'était, d'obtenir des choses plutôt joyeuses et dynamiques, vraiment de quitter la réflexion et d'aller vers une zone sensible et de mise en couleur, donc quelque chose, d'assez simple. Voilà, donc il y a eu, pas mal plusieurs centaines de ballons qui ont été faits et ce qui m'intéresse dans cette forme aussi, moi j'ai pas trop donné de consignes, parce que la forme ronde, elle est aussi liée avec, le paysage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit à la longue vue? Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est quelque chose vu au microscope? J'aime bien cette dimension qu'à un moment donné, il y a des choses qui seront plus organiques, d'autres plus géométriques. Voilà, donc il y a aussi, quand on laisse les formes s'exprimer comme ça, selon celles et ceux qui les réalisent, il y a des typologies, différentes qui apparaissent et ça, je trouve que c'est une chose naturelle qui m'intéresse. Voilà, donc tous les ballons ont été photographiés, numérisés, vectorisés. Donc moi, j'ai fait tout un travail de post-production, derrière. Voilà, donc il y a eu en fait tout ce projet a duré quand même 3 ans, donc ça s'est étalé sur 3 ans. Donc ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des communications à l'échelle de la ville, il y a eu beaucoup d'implications et au final beaucoup d'attentes parce que c'est un projet qui a été, remis en question pas mal de fois, qui a failli, disparaître à un moment donné parce qu'ils avaient choisi un lieu en porte-à-faux sur la voie ferrée. Donc ça a amené plein de complications, de surcoûts et cetera. Voilà, donc c'est un projet qui a mis beaucoup de temps comme ça à voir le jour. Donc voici un extrait de quelques éléments retravaillés justement. Donc moi, en fait, mon rôle aussi là, ça a été de faire fonctionner tout ça ensemble et de traduire quelque chose qui a été fait à une petite échelle à une grande échelle. Donc c'est pour ça que j'avais aussi proposé le papier découpé, pour qu'il y ait une écriture, un langage commun. Et aussi, qu'on sait que le papier découpé, on peut l'agrandir, c'est sans fin. Enfin voilà, en passant par le travail du vectoriel. Donc c'est des choses qui sont possibles grâce à ce type d'outils. Voilà, donc ça, c'est les choix, plutôt, définitifs. Donc ça va il y a des enfants, très jeunes, il y a parfois les parents, les grands-parents et cetera. Il y a des choses, donc comme je disais, plutôt organiques, d'autres géométriques. Donc ensuite, il a fallu, composer, tout ça à l'échelle de cette grande façade. Donc là aussi, c'est passé par plein de phases de composition, est-ce moi, au départ, je voulais vraiment que ça ressemble à un moucharabier ou quelque chose de très architectural, mais finalement, je trouvais ça un peu rigide. Donc voilà, tout le chemin s'est fait comme ça, étape par étape. Aussi, il devait y avoir, au moment du concours, j'avais proposé que la nuit, il y ait une des couches qui soit phosphorescente et que ça transforme complètement la fresque, la perception de la fresque la nuit. Ça a été 6 mois de travail, qui ont été, complètement infructueux. C'est-à-dire que j'ai contacté tous les fabricants, j'ai fait tous les tests possibles. Déjà, c'est très complexe en extérieur parce que c'est des pigments très volatiles qui sèchent extrêmement vite. Donc, on peut le faire au niveau du sol, mais à la verticale, ça devient vraiment un casse-tête sans fin.
ça aurait demandé d'être avec des combinaisons intégrales, des masques, et cetera. C'est très polluant, et cetera. Donc bref, c'était un casse-tête que j'ai pas réussi à résoudre et finalement ça s'est résolu quand je suis allé sur place faire un test, de luminosité, tout simplement. Et en fait, il y avait une pollution visuelle, trop forte par rapport aux objectifs. Donc ça m'a permis de quitter cette chose douloureuse et finalement, ça m'a rattrapé quand même puisque moi j'avais vendu ça au moment du concours, donc il fallait que quelque chose se déroule la nuit, voilà donc bah, je vais vous montrer un petit peu plus tard quelle a été la réponse, mais je crois que je la préfère, beaucoup plus, que ce qui était, à l'origine. Voilà donc on passe par toutes les étapes de composition, de validation et cetera avec la ville. Donc j'ai été bien suivi aussi par la ville, par le service culturel de la ville qui chapeautait le projet. Donc chaque validation demandait des mois aussi, des étapes comme ça assez longues, avec beaucoup d'incertitudes à chaque fois. Donc moi on me demandait d'avancer et cetera, mais sans savoir si ça allait vraiment se réaliser. Voilà les étapes de maquette puisqu'on ne peut pas repeindre tout le bâtiment, donc il faut bien décider de où commencer, où s'arrêter. Donc moi, il m'a paru assez naturel de choisir un point de vue et que toutes les faces orientées, depuis, l'autre rive, puisqu'on voit très bien le bâtiment, soient celles qui sont traitées. Donc ça fait déjà 500 mètres carrés. Il y a en tout, 8 couleurs dont un fond gris. Donc voilà, ça c'était des contraintes assez complexes. Voilà ma réponse pour le comment dire? La nuit, la vision nocturne. Donc c'est une grande veilleuse qui fait 2 mètres, de diamètre et qui s'éclaire dès que la nuit tombe et qui montre, un dessin plutôt enfantin, assez naïf même. J'ai choisi quelque chose de très naïf. Justement, je trouve il y a une douceur, voilà, quelque chose qui veille sur la ville, chaque nuit, chaque soir, chaque, fin d'après-midi d'hiver, Voilà, ensuite le chantier. Donc là, j'ai eu la chance de rencontrer, une équipe de 5 intermittents, qui m'ont aidé à mettre au point les techniques, parce que moi, j'avais jamais fait de fresque auparavant et la grande contrainte, c'était de traduire, le papier découpé, de garder toute son énergie et surtout les grands disques, de garder aussi leur vivacité, que ça ne devienne pas des patates molles. Voilà, donc ça a été quelque chose d'assez complexe, à mettre en scène. Voilà, donc ça passe aussi par les étapes de relevé. Donc moi, j'ai dû aller sur place, parce qu'en fait, toute la composition finale tient compte des gouttières, de chaque élément, qui est saillant pour aussi, rendre les choses, réalisables parce qu'on n'a pas un budget illimité, donc il faut aussi, tenir compte de ces contraintes. On ne va pas aller peindre derrière des gouttières et cetera. Enfin bref, casser en 2 des images, enfin rendre le système complexe. Donc voilà, il y a aussi à un moment donné la réalité qui rattrape le projet. Voilà, des tests, ça c'est sur un des murs dehors de mon atelier. Un mur chez moi, voilà, tester les couleurs, la durée de reproduction d'un des ballons. Le choix des nuances aussi à chaque fois c'est quelque chose d'épique à chaque fois que vous changez de technique, vous avez des nuanciers différents, des couleurs différentes et pas toujours les couleurs, qui vous plaisent ou assez vives ou elles sont surtout quand on touche à de la façade, de la peinture de façade où tout de suite les choses deviennent très saturées, très décoratives et cetera. Voilà, donc la technique, ça a été de peindre, enfin de tracer sur du voile de verre. Donc tout un carroyage, tout a été carroyé, en carreaux de 2 mètres par 2 mètres, tracé, donc je ne sais plus combien il y en a de centaines, tracés, au fusain. Puis on est venu les poser, les scotcher délicatement sur la façade pour les tamponner et reproduire tous les dessins. Donc ça marchait plutôt bien. On a eu une bonne surprise, voilà, donc ce que donnait le chantier. Donc on était 6 pendant 2 semaines, pour réaliser, cette chose-là. Donc bien sûr, c'était impossible d'impliquer, les gens de la ville, dans cette fabrication, vu les contraintes de sécurité et cetera, les 6 étages, d'échafaudage. Enfin voilà, c'était assez costaud, comme ça. Voilà donc la mise en couleur.
Donc là, on a peint 8 couleurs plus deux couleurs qui ont été passées 2 fois. Et on a réussi quand même, même si c'est vu d'assez loin, enfin sauf à certains endroits, on a réussi quand même à garder ce fil tendu, ce tracé très, très, très incisif comme ça. Voilà l'enseigne. Voilà les détails après avoir enlevé les échafaudages. Voilà, donc ça c'est un lieu de passage aussi et beaucoup de gens viennent admirer le coucher de soleil aussi, se prendre en photo devant la fresque. Euh, Moi, comme je vais régulièrement à Chaumont là, pour d'autres projets, j'ai quand même des retours assez touchants. Enfin, il y a une bonne appropriation de cet objet, puisqu'on dirait un petit peu un objet posé comme ça au milieu de nulle part. Voilà, voilà, c'est donc voilà pour la couleur. Donc ça, c'est vraiment une aventure participative avec tout ce qu'elle a eu de joyeux, de difficile, mais en tout cas, moi, je trouve que les formes étaient comment dire, j'ai prêté le kit pour des ateliers dans d'autres circonstances, et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai rien pu utiliser parce que justement, il y a eu un détournement des outils, il y a eu une volonté de représenter, donc ça a cassé toute l'énergie. En fait, ça marchait plus du tout. Je me retrouvais avec des prénoms inscrits dans les choses, avec des choses qui, en fait, voilà, la mise en place des ateliers était assez importante dans ce projet pour la réussite, oui, des formes. Alors le second projet, donc là, on va être dans la ville de Clermont-Ferrand, dans le quartier Saint-Jean, qui est un ancien bassin industriel qui est en train de devenir un écoquartier. Et à l'occasion de la construction de nombreux logements sociaux, ils ont fait le projet du square, enfin de ce parc plutôt, le parc Saint-Jean. En fait, la ville a demandé à l'association Les Tables des Matières, avec qui j'ai travaillé en collaboration sur ce projet. Les Tables des Matières, c'est une association donc c'est Élise Gabriel qui est designer et Alice Serré qui est artiste, et elle travaille beaucoup sur la mise en place de kits pédagogiques ou des choses enfin, voilà, qui sont en lien avec l'enfance et avec des choses plutôt didactiques, ludiques, etc. Et elles ont été contactées. C'est le deuxième projet qu'on faisait ensemble, et je vous montrerai l'autre après, juste après. Elles ont été contactées par la ville pour, au départ, on nous avait proposé de faire une fresque au sol. Donc une fresque dans un endroit où les camions déchargent le matériel. Donc voilà, quelque chose que nous, on trouvait plutôt pas tellement nourrissant et un peu contre-productif, parce qu'aller faire une fresque au sol dans un endroit qui est beaucoup emprunté par les camions, etc. Enfin bref, ça sentait quelque chose qui allait pas être durable ou vraiment. Et elles se sont emparées du projet pour en faire quelque chose de plus ambitieux qui joue avec vraiment le paysage, les mouvements paysagers faits par donc c'est l'agence Atelier Format Paysage qui a créé ce jardin. Et l'architecte qui s'occupe du quartier, c'est Bernard Rechen. Voilà, donc elles ont observé donc tout type de mouvements paysagers qu'on peut trouver bien sûr dans les jardins, etc. Les rythmes, parce qu'il y a beaucoup une question de rythme finalement, que ce soit les pas japonais, que ce soit les grandes traversées en bois, etc., les allées de sable, les bosquets. Là, il y a aussi quelque chose qui est pour la rétention d'eau. Enfin, il y a vraiment, c'est un parc qui est travaillé de manière très en relation avec l'écologie, avec l'université de Clermont-Ferrand. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se veut exemplaire. Voilà, donc elles ont vraiment travaillé sur cette proposition de la mise en mouvement, de quelque chose qui se trouverait dans différents endroits du jardin pour vraiment bien s'intégrer au lieu. Voilà leur proposition que moi j'ai trouvé très belle. Donc c'est de nommer des portes en fonction de la démarche, en fonction des attitudes qui sont liées à la marche.
Donc ça c'est par exemple la porte du pied de grue, enfin, etc., des enjambées, de la vive allure, des roulés-boulés, de l'élan, des reculons. Reculons, on n'y est plus d'ailleurs, tiens. J'en dis. Enfin voilà, ça a un petit peu bougé, mais voilà le type de porte qu'elles ont proposé. Donc chacune, bien sûr, avec une définition par rapport à l'environnement aussi. Il y a une étude de l'environnement, du mobilier urbain, comment on s'inscrit dans ce contexte. Voilà, donc là, c'est là qu'elles m'ont demandé d'intervenir pour en créer le design de ces portes. Donc, moi, il y a 2 influences qui sont venues assez vite. C'est à la fois le totem, parce que le totem, c'est quelque chose qui marque le seuil, qui peut marquer l'entrée d'une manière symbolique, qui même depuis des millénaires, ça existe. Donc c'est quelque chose dont il faut se servir, hein. Moi, je me sers souvent des objets du quotidien ou des choses qui existent déjà pour les re-questionner. Je pense qu'on fait tous ça et c'est bien de ne pas s'en priver parce qu'il y a des choses qui marchent très bien. Donc ça permet de mettre pas mal d'informations, d'être vu en hauteur. Ça peut avoir une emprise au sol qui est assez minimale. Voilà, il y a plein de qualités dans cet objet. Et la seconde inspiration, c'est ça. C'est un objet vraiment assez trivial qui est peut-être certains ou certaines d'entre vous ont connu, enfin voilà, ou ont eu. Euh, c'est le bracelet avec les perles pour les noms. Il y avait aussi le Scrabble, mais bon, peut-être que voilà, donc ensuite, il y a toutes les recherches, autour voilà, de ces 2 idées, synthétisées. Donc ça passe par pas mal de de formes et cetera. Donc là, ce qui s'est passé après ces premières étapes, de recherche et de validation, donc est-ce qu'on lit horizontalement? Enfin voilà, l'essence de lecture, ça, je pense que vous allez être, pas mal confronté à ça. Comment on écrit dans l'espace? Est-ce qu'on écrire verticalement, ça se lit aussi facilement que quand on écrit horizontalement? Mais c'est pas la même emprise. Est-ce que l'habitude de la lecture horizontale, parfois on est tellement habitué qu'on ne lit plus? Enfin voilà, il y a plein de questions, qui commencent à entrer en jeu dans donner un contenu à lire, enfin surtout des noms comme ça, qui peuvent être parfois un petit peu longs. Voilà, donc là, en fait, c'est les premières pistes, mais qui se sont avérées un petit peu trop complexes en termes de construction aussi, puisque voilà, il y a les contraintes, réaliser des choses en extérieur, ça veut dire qu'il y a la sécurité, il y a la pérennité. Donc on voit très bien que plus il y a de soudure, plus ça fragilise l'objet, plus tout le monde va se suspendre à ce type d'objet, et cetera, jouer à l'escalader. Voilà, donc il y a toujours un va-et-vient comme ça entre toutes ces recherches, à la fois formelles, de sens et cetera, de visibilité, comment faire exister, le signe aussi. Ah, donc ça a fini par être plutôt, simplifié, mais toujours avec cette volonté d'écrire, des mots et de garder cette idée de totem. Bon, bien sûr, ça passe par toutes les étapes, ouais, je vais pas tout montrer, mais des étapes de validation, des étapes de présentation de dossier, et cetera. Voilà, les dossiers de présentation, souvent, on en fait 3-4 par projet, selon les phases. Donc ça, c'est intéressant aussi ça permet de voir l'évolution, quand on regarde ça après coup, ben, on voit toute l'évolution du projet. On voit aussi, bah, tiens, souvent une des premières idées, c'était souvent, enfin voilà, les intuitions de départ sont souvent bonnes, donc parfois, en cherchant, on peut s'en éloigner. Donc c'est intéressant aussi ce va-et-vient, ce cheminement. Moi, j'aime beaucoup cette chose-là dans le travail du dessin et de la conception. Voilà, donc aussi, Élise qui est designer et donc elle a l'habitude aussi de travailler sur des prototypes. Tout de suite, on s'est mis à faire des prototypes pour, voir, comment ça peut exister, en extérieur, est-ce qu'un point de couleur ça suffit, un mât, et cetera? Voilà, donc ça c'est juste un tube de carton recouvert de papier avec, des perles faites en papier, juste, façon un peu, avec un patron, et cetera. Enfin voilà, c'est juste du papier en fait, donc mais ça nous a permis de valider, les différentes hypothèses. Donc la lecture de loin, enfin l'appel de loin, parce qu'on voulait que ça fasse signe, qu'il y ait quand même une présence.
Dans l'environnement des parcs, on voit bien que c'est toujours plutôt une tendance, du mobilier urbain à être dans les tons gris-vert. Donc voilà, ça aussi on savait qu'on voulait s'en détacher, ce genre de choses. Donc les premiers essais typo, donc ça j'ai pris une typo que j'avais déjà dessinée, il y a quelques années, qui nous a permis de valider les choses et de faire un second prototype, mais cette fois en acier laqué. La réalisation a été faite par Omelec, qui est c'est une entreprise qui travaille pour Boeing et qui fait des pièces de sécurité, des choses assez fines, assez précises. Et en fait, Élise, la designeuse, elle a trouvé aussi l'idée enfin avec eux, d'utiliser donc des sections de mâts qui existent déjà, qu'on viendrait mettre en peinture, en couleur, avec aussi des sections. Si on sectionne des tubes plus grands, on obtient des morceaux qu'après, en découpant, on peut enfiler comme des perles. Voilà. Donc il y avait aussi un besoin de rationaliser aussi la relation à la technique. Donc voilà, on avance tout ça un petit peu comme ça en même temps. Ça, pour le coup, c'est un projet qui s'est fait en quelques mois, donc on a eu de la chance sur ce coup-là. Voilà, donc la question de la lisibilité. Donc là, c'est différentes typographies. Moi, je voulais en fait vraiment qu'on garde cet esprit assez élégant et en même temps qu'il y ait une vraie force de la lettre, en fait. Donc voilà, j'ai commencé à travailler la lecture, les mots, etc. Pour que... Donc là, je me suis imposé deux contraintes. C'était que j'ai choisi une police de caractère, enfin de dessiner une typographie qui soit bas de casse, parce que je trouve que c'est assez joyeux. Il y a une dynamique, il y a de l'élan. Et en même temps, je voulais qu'elle remplisse le plus possible chaque cercle, chaque lettre. Donc je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait, des typographies bas de casse avec les montantes, les descendantes, les contraintes que ça peut amener. Voilà, donc moi j'ai dû composer avec ça pour faire un vrai travail sur la lettre. Et ma deuxième contrainte, c'était que optiquement, ça soit lié avec l'épaisseur du mât. Donc pour donner un fil de lecture qui soit assez confortable. Voilà, donc toutes les recherches autour des lettres, hein, le M m'a donné pas mal de fil à retordre, effectivement, pour être concentré comme ça, resserré sur lui-même. Ensuite, il y a toutes les histoires des accents, etc., pour comment faire à la fois lettre-accent, sans que l'accent devienne une protubérance, enfin, et remplisse bien optiquement le cercle. Enfin voilà, il y a tout un tas comme ça de aussi, est-ce que le E avec sa barre horizontale, finalement, je me suis rendu compte que ça arrêtait la lecture. Enfin bref, il y a toute une dynamique comme ça qui s'est mise en place. Voilà donc l'objet, le dessin avant fabrication finale. Et ça, bien sûr, ça nous a donné envie de jouer aussi sur l'axe du mât et comment composer le sens des mots. Donc ça peut être lié à la nature des mots, par exemple les enjambées. Il y a un rythme binaire comme ça qui peut apparaître. Mais ça peut être aussi en relation avec les directions des chemins du parc. Voilà, donc ça, on l'a fait à la fin, in situ, comment orienter les perles sur les mâts. Alors, il y a eu un gros travail de couleur. Donc voilà, on s'est replongé dans les nuanciers qui, cette fois, étaient encore différents, puisque là, il s'agissait de l'acier laqué. Là, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait la possibilité d'y avoir 12 couleurs, puisqu'on s'est arrêté à 12 portes, qu'il y ait 12 couleurs qui soient faciles à nommer, qu'on puisse les nommer, en fait, assez simplement. Donc ça, c'était notre contrainte. Qu'on puisse les reconnaître, donc, c'est-à-dire que si même, imaginons qu'on ne sache pas lire, on peut dire je suis devant le mât orange, etc., ou la porte orange, enfin, il faut déjà avoir lu le mot porte. Mais imaginons qu'il puisse y avoir comme ça un repère coloré. Voilà. Et en même temps, on voulait que parfois ça résonne aussi avec le nom, les noms des portes. Il n'y a que le jaune, on s'est autorisé un contraste aussi un petit peu minimal comme ça. C'était un petit peu le pas de côté. Voilà. Mais sinon, on voulait bien sûr qu'il y ait un bon contraste avec les perles blanches. Et les perles blanches, elles se sont avérées très lisibles dans les espaces. Voilà, donc là, c'est nos recherches de nuanciers qu'on est allé tester dans les squares, etc. Les contrastes colorés. Et voilà, enfin, le parcours. Voilà, on a décidé d'en mettre à la fois à l'extérieur du jardin, mais aussi à l'intérieur, de répartir en fonction des différents mouvements. Voilà le raccourci.
la porte des roulés-boulets, la vive allure, la porte de l'élan, la porte des zigzags. Et voilà, donc là on les retrouve, porte des traversées, porte du détour aussi. Voilà, donc là on a récupéré toutes les perles donc, qui étaient réalisées avec du pochoir thermolaqué. Et donc nous, on arrive là pour le montage et on doit enlever toutes les lettres une par une. Il y en avait 250. Et voilà, bon, ça c'est. En tout cas, on était assez contents du résultat. La fabrication était vraiment très belle et on l'espère qu'elle sera très pérenne. Voilà, donc ça c'est la porte des vols d'oiseaux. Donc là, vous avez une vue de loin et un détail. Porte du détour, du raccourci. Porte des traversées. Donc nous, on a travaillé plutôt sur un plan assez libre. Et là, comme c'est les débuts du jardin, ils sont venus un petit peu clôturer, mettre des ganivelles. Vous voyez ce que c'est les ganivelles? Voilà, donc il y a des ganivelles partout en espérant que ça sera provisoire. Voilà la porte des traversées, porte de la tangente, vive allure, etc. Les enjambées. Donc c'est vraiment cette proposition, elle est aussi une invitation à jouer, à mettre le corps en mouvement, à regarder ce qui est environnant aussi. Il y a une vraie invitation au jeu. Porte du pied de grue, porte des roulés-boulets. Donc là, avec toutes les perles qui sont ramassées les unes sur les autres. Voilà, pour le parc Saint-Jean. Donc ça, oui, ça a été un projet assez... ça va, je suis dans les franges. Assez agréable à travailler parce que voilà, on n'a pas eu de mauvaises surprises parce que dès que vous travaillez en extérieur, il y a toujours des aléas assez complexes. Par exemple, pour la fresque, moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait une casquette pour qu'on soit protégé des intempéries. Et on est arrivé un matin, tout ce qu'on avait tamponné la veille sur la façade a été effacé par la pluie. Voilà, en fait, c'est le genre de choses qui va... Travailler en extérieur comme ça, il y a vraiment des contraintes assez difficiles quand même. Donc là, sur ce projet, on a été quand même, je veux dire, relativement gâtés. Contrairement à celui-ci, qui est commencé depuis 3 ans, qui est un très beau projet, mais qui, voilà, je vous dirai pourquoi c'est devenu complexe, mais on est en train de le terminer là. On l'a commencé en 2023 et ouais, ça fait 3 ans. Alors là, le premier projet qu'on a fait ensemble avec les tables des matières. Donc là, elles ont été contactées par en fait, les propriétaires du parc de la Forêt des Singes. Je ne sais pas si vous connaissez, à Rocamadour. Donc c'est un parc qui existe, je crois qu'il y en a un en Alsace aussi, hein, c'est ça? Ils ont 2 parcs, ouais. Et, en fait, donc c'est un parc, je pense qu'il y a 30 ans, c'était plutôt un parc animalier un peu gore à l'ancienne où on pouvait nourrir les animaux, et cetera. Et aujourd'hui, au contraire, il y a une approche vraiment de préservation d'une espèce de singe, de macaque de Barbarie, appelé magot aussi, singe magot. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne peut plus nourrir les animaux, on les voit quand ils ont envie de venir, et cetera. Il y a des éthologues qui viennent aussi assez régulièrement étudier les animaux. Il y a toutes les équipes qui travaillent là-bas sont très attentionnées. Enfin voilà, il y a, un- il y a, un- il y a, un- il y a je pense comme ça De toute façon, moi, j'ai changé mon regard sur les parcs animaliers le jour de l'aventure des chevaux de Przewalski. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Alors là, on a pu réintégrer, faire revivre une espèce de petits chevaux des steppes grâce à des individus isolés qui étaient dans différents zoos comme ça de différents pays d'Europe. Voilà, donc eux, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de visiteurs. C'est très touristique, c'est assez énorme. Et donc, ils voulaient que dans l'attente, les familles puissent accéder à quelque chose qui serait gratuit et enfin voilà, qui puisse rendre l'attente peut-être plus joyeuse, plus instructive. Donc,
L'association, elles ont contacté les tables des matières. Elles se sont associées aussi avec Giulio Giorgi, un paysagiste. Et ensemble, ils ont créé tout un programme, enfin tout un parcours elles ont appelé la piste du Causse. Et en fait, c'est un parcours de découverte de la faune et de la flore. Donc sous forme de jeu, voilà. Et ça fait écho aussi à pas mal de choses qui culturellement existent sur le plateau. Par exemple, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'architecture aussi, de pierre, les petites architectures de pierre. Il y a aussi les murets, puisqu'il y a les murets qui sont construits pour laisser passer les humains, d'autres les petits animaux, d'autres les brebis, etc. Enfin voilà, il y a tout un langage comme ça paysager qui est très riche. Et donc, ils ont mené toute cette enquête pour voir ce qu'il y avait comme espèce aussi pour la faune et la flore in situ. Et aussi, la particularité de ce lieu, c'est qu'il contenait déjà en lui, quelque part, toutes les étapes qu'on peut retrouver dans la nature quand, par exemple, une prairie sèche, une fois qu'il n'y a plus de grands herbivores dessus, elle est vite gagnée par les espèces invasives et par les taillis. Et ensuite, il y a le troisième stade, ça va être la forêt. Voilà, donc ce champ, cet ancien pâturage contient tout ça. Des grands chênes à un endroit, une prairie sèche, des pruneliers, des taillis de pruneliers, etc. Et ainsi qu'une mare artificielle. Voilà donc la piste du Causse. Donc eux, ils ont fait toute une étude du lieu et en proposant vraiment un parcours, donc avec un labyrinthe des épines noires, un grand théâtre de l'herbe, une chambre des vieux chênes, une muraille aux lézards, une cage du grand-duc et une entrée. Donc depuis, ça a un petit peu changé, ça s'est un petit peu étoffé, mais voilà. Donc c'est vraiment travailler sous forme d'un jeu et d'une piste. Donc avec il y a beaucoup de questions et il y a des informations, il y a des choses assez libres de l'ordre de l'onomatopée. Enfin voilà, il y a tout un langage comme ça qui s'est mis en place pour essayer de s'adresser aussi bien aux enfants qu'aux familles. Enfin voilà. Donc on voit le lieu est très beau selon les saisons. Il est vraiment très 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 beau. Voilà, donc les différentes portes. Là, ça a été fait avant le parc Saint-Jean. Donc on retrouve déjà l'envie de travailler sur l'idée de la porte, du seuil, comment on marque. Quand on ne peut pas occuper tout un territoire, justement, parce qu'il faut le laisser s'exprimer aussi, parce que c'est un endroit à préserver. Donc aussi, l'idée de la porte c'est plutôt intéressant. Voilà, donc là, ils m'ont fait rentrer dans cette aventure pour inventer le langage graphique et les panneaux de cette piste. Donc on est parti faire un repérage avec bien sûr des éléments qui nous permettent d'avoir les échelles. Ensuite, une fois de retour à l'atelier, ça c'est intéressant dans les repérages de vous faire peut-être quelques éléments qui vous donnent des échelles. Peut-être que vous avez déjà l'habitude de faire ça. Voici donc les premières réponses. En fait, ça fait suite à un projet, peut-être que je peux vous montrer, que j'avais fait il y a quelques années pour le voyage à Nantes. C'était où déjà? Voilà. J'avais fait des enseignes de commerce, mais qui étaient assez libres comme ça, et surtout partagées entre deux commerces, puisqu'il y avait un recto et un verso. Enfin voilà, j'avais obligé des commerçants mitoyens à se partager des enseignes. Donc ça, c'était une aventure assez drôle. Et voilà, donc tout un langage comme ça dessiné. Donc voilà, là je suis reparti aussi. On avait envie quand même dans cette piste qu'il y ait des références avec le jeu de la signalétique routière aussi, qui est comme ça une motivation du signe, du mouvement, etc., de la mise en mouvement, de la dynamique de lecture. Ça permet d'avoir des zones différentes. Moi, j'ai essayé de décomposer aussi en fonction
de tous les textes qu'avait écrit Alice Ferré, donc qui est plutôt sur le travail d'écriture, comment s'adresser aux enfants, etc., tous les contenus scientifiques, validés aussi en collaboration avec des scientifiques. Alors voilà, tout ça s'est mis en place. Voilà, donc ça, c'est les premières propositions des structures comme ça qui permettent en acier galvanisé et qui permettent de venir travailler avec un matériau. euh, En fait, Élise qui a choisi comme matériau, c'est une résine haute densité qu'on trouve beaucoup en architecture aujourd'hui, mais qui à l'époque était utilisée sur les sentiers de randonnée. Je ne sais pas si vous voyez les petits panneaux jaunes, souvent qui sont gravés et parfois enluminés de couleurs. Voilà, donc ça, c'est des choses assez costauds et qu'on fait déjà leur preuve dans pas mal de parcs nationaux. Voilà, donc la mise en maquette, toujours les premiers prototypes, hein, bien sûr, aller tester la présence sur le lieu, l'échelle, est-ce que les panneaux sont trop grands, trop gros, et cetera, enfin, ou pas assez, pas trop colorés? Est-ce que, voilà, est-ce que ce texte est lisible, de loin, de près, et cetera? Donc ça, on a beaucoup travaillé tous les niveaux d'information aussi pour qu'il y ait pas trop d'informations. Et en même temps, qu'il y ait un intérêt et des choses à découvrir, par rapport à tout le contenu sur la faune, la flore, l'architecture, les murets, et cetera. Voilà, donc les premiers tests de nuances aussi. On voulait quelque chose qui s'éloigne, des choses, naturalistes. On voulait vraiment quelque chose de coloré, donc qui soit plutôt, ludique et en même temps, qui vienne rompre un petit peu enfin voilà, se mettre un petit peu pas rompre, mais plutôt signaler, quoi, un petit peu comme on retrouve ça sur des sentiers de randonnée. Donc ça, c'est les premiers tests de gravure de ce matériau avec CVO, donc une entreprise qui fait pas mal de muséos. Donc eux, c'est la première fois qu'ils faisaient ça en extérieur, donc vous allez voir après les complications. Donc tout ça, ça a été gravé, découpé, toutes les formes, ça c'est les prototypes, hein. Donc toutes les formes de panneaux ont été découpées et ensuite enluminées à la main, à la seringue. Donc moi j'ai rencontré la personne qui faisait ça, qui m'a dit vraiment aimer ça, que ça le calmait, et cetera, qu'il y avait un vrai travail comme ça, de dessin donc tant mieux pour nous parce qu'elle a fait un travail assez remarquable. Et comment? Ouais. Donc moi, j'ai fait attention à ce que dans les trop petits textes, il y ait plus, ce travail de labeur, voilà, il y a eu des endroits comme ça où j'ai trouvé l'équilibre avec lui, pour que ça ne devienne pas non plus un truc, enfin voilà, aussi même en termes d'économie par rapport à l'entreprise, voilà, donc il y a des équilibres. Mais on voulait aussi qu'il y ait des différentes couleurs pour, enluminer les textes, pour, vraiment donner à lire, différents niveaux de lecture en plus des panneaux. Donc, voilà donc moi j'ai reçu tous ces documents, de la part d'Alice avec, toute la décomposition, de chaque endroit, donc la petite mare et cetera, tout avec à chaque fois les espèces qui sont représentées, les textes, les titrages et cetera, les onomatopées, et là moi j'ai dû faire un gros travail aussi donc de représentation, un travail de signes, un travail d'organisation, des contenus et de dessin aussi. Il y a des choses qui s'approchent un petit peu de l'illustration aussi, enfin voilà. Voilà, donc ça, c'est les premières pistes de panneaux sont ensuite affinées. Moi, je cherche, les bonnes formes, la bonne place pour chacune. Par exemple, les onomatopées, tout ce qui est directionnel, tout ce qui est plutôt, accueil, titrage et cetera et phrases d'accroche. Mais il y a aussi tout ce qui est, quiz, information et contenu scientifique. Donc il y a beaucoup de strates comme ça, de niveaux à travailler avec des corps de typographie. Donc aussi, il fallait que je trouve la bonne taille pour que ça puisse passer à l'usinage, et cetera. Donc voilà, il y a tout un travail de typographie, de travail de texte, et cetera, pour arriver à un rendu qui soit le plus optimal. Donc là, moi, j'ai essayé de traduire chaque univers en onomatopée, que ce soit la partie des abeilles, la partie des chauves-souris, et cetera. Voilà, aussi, quand je vous parlais d'enluminure, c'est aussi jouer sur les contrastes parce que s'il n'y a que la gravure, il y a un côté beaucoup plus plat.
Là, ça donne de la profondeur. Donc il y a aussi des illustrations comme ici qui sont vraiment de l'ordre de, oui, de vraiment une illustration plutôt didactique. Il y a le jeu. Le dessin m'a donné envie aussi de faire parler les animaux. Donc ça, je trouvais en fait finalement maintenant tous les animaux qui sont présents parlent et jouent avec les. Voilà, Alice aussi a rebondi là-dessus et elle a écrit tout un parcours aussi dans son parcours l'intégration des animaux qui parlent. Voilà, donc tout un travail typographique aussi pour rendre les mots assez joyeux, assez en même temps, ça reste quand même assez lisible. Voilà, donc respire ce qui t'entoure, par exemple la fleur parle, voilà tout se met à parler. Il y a des choses qui sont aussi, vraiment sur la faune, et cetera, il y a plein de niveaux comme ça. Donc ça, c'est l'entrée maintenant. Donc voilà, là, en fait, on avait produit un tiers, peut-être du parcours. On avait fait le labyrinthe, parce qu'il y a un labyrinthe, du coup, le paysagiste a fait dessiner un labyrinthe dans les pruneliers, donc en s'adaptant au chemin déjà existant, mais en créant juste quelques petites bifurcations pour rendre le jeu du labyrinthe effectif. Et en fait, toute l'encre a sauté. Voilà, elle n'a pas tenu dans le support, puisque c'est la première fois que le fabricant faisait ça et nous aussi. Et là, en fait, donc toute l'encre est tombée, comme elle s'est mise à peler. Et là, il y a une chose assez extraordinaire, c'est que le fabricant a pris sur lui. Les clients, qui un client privé, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on touche au dessin, qu'ils voulaient que ce soit comme on l'a fait et qui patientent depuis maintenant 1 an puisqu'il y a eu tout un tas de tests. On a refait des panneaux, ils ont été mis au four, ils ont été congelés, ils ont été passés aux UV, ils ont été passés et cetera et cetera. Aujourd'hui là, il y a 6 mois, 1 an, on a remis quelques panneaux et là, ça tient. Donc pour l'instant, on est bon, on est sur le bon bout. Voilà, donc c'est pour ça que souvent, il y a des matériaux assez bruts, hein, en extérieur et là, on a amené quand même, un niveau de couleur, de lisibilité. Le paysagiste nous avait dit: «Ça marchera pas» et cetera, mais voilà, on est en train de peut-être de démontrer que ça marche. Donc je pense que là, c'est en bonne voie. On a lancé la production, finale, de tous ces objets. Donc ouais, c'est une belle aventure parce que personne ne s'est rejeté la faute, enfin voilà, et tout le monde a assumé. Le fabricant, voit aussi son intérêt parce que voilà, pour lui, c'est quelque chose qu'après il peut mettre, au catalogue et peut mettre en avant et donc ça, c'est assez intéressant. On travaille avec des gens comme ça aussi qui voient, aussi leur intérêt en termes de fabrication, en termes de projection. Voilà, donc l'ensemble des panneaux, donc il y a avec tous ces niveaux de couleurs, puisqu'on a choisi de faire un travail de couleurs, mais aussi, de couleurs, au milieu des textes, au milieu de enfin voilà, donc ça donne ce genre de choses. Ça, c'est la mare, donc voilà aussi, raconter avec, toute la chrysalide, jusqu'à la libellule. Donc dans les mares artificielles, bien sûr, il y a plein de vie qui s'est créée, donc voilà, on parle de tous ces éléments-là. Voilà, donc ça fait partie voilà, les dragons déserts, donc avec toutes les phases. Les onomatopées aussi, encore. Donc là, on est plutôt, chez la grenouille, avec le parcours de la grenouille. Hop, là, plutôt les abeilles, avec les questions. Donc c'est un est-ce que, donc est-ce la trajectoire du soleil? Un odorat extraordinaire? Peut-être que vous connaissez la réponse. Les chauves-souris avec une expérience d'écolocation. Donc là, on a fait un grand panneau et on est censé se rapprocher par les devants, et cetera. Et donc il y a aussi des expériences comme ça à l'échelle du corps, pour vivre, ces choses-là. Là, les murets dont je vous avais parlé, avec, les 3 niveaux de passage. Donc ça, c'est assez grand, hein. Je vous montrerai les photos à la fin.
Donc là, c'est la muraille aux lézards et en même temps, au dos, on a le Sotador qui est à la fois... donc ça, c'est pour les humains. Le Contador qui est pour compter les brebis. Et donc ça, c'était obstrué selon qu'on voulait laisser passer les brebis ou pas. Et bien sûr, tout ce qui est passage de la petite faune, enfin tous les petits animaux. Voilà. Donc il y a aussi des choses très détaillées comme ça. En fait, on a une drôle de surprise, c'est pour le théâtre de l'herbe, en creusant un endroit en fait, le théâtre de l'herbe, ça devait être quelque chose où on se mettait en contrebas, parce que voilà, il y avait tout un travail aussi du paysage pour à un moment donné avoir des points de vue différents. Pour observer la petite faune et flore, il fallait qu'on puisse se mettre à un niveau plus bas. Et en creusant, ils ont découvert que justement, il y avait eu le passage de la mer et donc des rochers avec justement toute l'érosion et tout ça, donc des choses très très belles. C'est les causses, bien sûr, il y a toute l'eau qui s'infiltre, donc il y a toutes les cavernes, etc., qu'on va visiter, etc. Mais donc il y a aussi en surface tous les mouvements, les anciens mouvements de la mer, etc. Donc là, finalement, le programme a été complètement changé. Et voilà, Alice a réécrit tout un quelque chose donc à la fois sur la faune de la prairie sèche et aussi sur celle qui a existé il y a des millions d'années. Voilà, donc, le programme s'est adapté en fonction de ce qu'on a trouvé sur le lieu. Donc ça, c'est la chambre des Lieuchènes. Donc là, il était plutôt question de se poser et de lire des contes. Donc là, il y a plutôt des textes un peu plus longs. Et le jeu des passe-têtes. Et ça, c'est la fin avec tous les animaux bien, qui se remettent à parler, mais qui disent des choses cette fois un peu plus libres. Voilà. Voilà l'ensemble de la piste. Et là, les derniers dessins sont là. Donc il y a eu un gros travail de dessin sur cet ensemble qui était vraiment plutôt agréable d'ailleurs. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir malgré toute cette difficulté de niveau de langage. C'était très plaisant à faire, vraiment. Voilà, donc les premières structures qui arrivent sur le lieu. Tous les panneaux, voilà, donc c'est vraiment une fabrication très très belle. Donc toute la gravure et l'enluminure, c'est vraiment. On est allé jusqu'aux rivets qui sont de la même couleur que les plaques. En fait, les rivets sont teintés spécialement. Hop, alors est-ce que j'arrive? Voilà, donc ça donne ce genre de choses. Donc il y a aussi des schémas. Il y a aussi, enfin voilà, il y a tout un tas de. Je pense que vous connaissez bien ce genre de langage dans votre section, je pense. Voilà, donc le montage, on a fait le montage. Voilà, là, on pouvait pas faire un montage à l'avance puisqu'il y a des contraintes techniques. Les matériaux bougent, les matériaux sont entre la soudure qui est des structures qui est quelque chose d'un peu plus grossier puisque c'est de la soudure d'acier galva, donc c'est les gros outils, etc. On peut pas être au millième près comme on peut l'être sur la découpe de panneaux et la gravure, etc. Donc on adapte sur place, on perce, on rivette, etc. Donc tout le montage et voilà in situ. Donc pour l'instant j'ai très peu de photos in situ puisque voilà, ça a été enlevé. Donc ils ont testé le labyrinthe des épines noires qui apparemment plaît bien plutôt aux visiteurs et visiteuses. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et voilà. Vous avez des questions? J'ai juste une question technique, mais les panneaux, ils sont en quoi là? Ils sont en bois ou non? Non, c'est une résine haute densité. Ça s'appelle du Trespa. Et en fait, Les gens arrachent pas, partent pas avec un papillon, avec un truc. ah non, non, c'est solidement rifté. Spécifique. Non, non, il n'y a pas de possibilité. Oui, c'est ce qu'on s'était dit, mais en fait, ça tient bien. Ok. Il y a quand même un accueil aussi, on passe par l'accueil, donc après, oui, on pourrait. Oui, oui, non, parce qu'on aura le même problème, c'est dans l'espace naturel, ce que l'on va faire au sein des réserves. Donc des fois, je me dis si c'est trop Ah oui, il y a toujours des risques, tout ce qui est en extérieur. trop plaisant, on va partir avec. Est-ce qu'il y a des questions? Tu veux questions? Non. Ouais, je pense que quand on soigne les choses, j'ai remarqué en général, même à Chaumont, je vois le parcours graphique, il n'y a plus de tag dessus, il n'y a pas de tag dessus, c'est assez respecté. Et là, tu as accès à ton book?
Oui. Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais des dispositifs qui étaient démontables, remontables. Oui. Non, si jamais tu en as un qui peut commenter, ça peut être Ah, intéressant pour. alors des démontables, j'en ai beaucoup. Comment dire, d'autres qui sont modulables, Ouais. d'autres qui sont vraiment démontables. Enfin, oui. Par exemple, ça, c'est un des derniers que j'ai fait dans la famille des totems. C'est la première fois que je faisais un mobilier qui avait comment dire, une identité visuelle. En fait, c'est pour le théâtre de la Comédie à Clermont-Ferrand et c'est Fanette Mélier qui fait l'identité visuelle. Et donc moi, j'ai dû trouver tout un langage en parallèle qui à la fois sert à porter ses affiches et en même temps avec l'identité du lieu. Donc voilà, j'ai travaillé tout un mobilier qui est à la fois qui a une identité visuelle, beaucoup axé sur le totem. Et là, par exemple, c'est les derniers, c'est un ensemble de signalétiques que j'ai appelé des pitres. Et en fait, il y a 19 objets comme ça qui viennent se déployer dans les espaces du théâtre. Euh, et se replier pour être rangé dans cette caisse. Donc voilà, c'est un système très rudimentaire comme ça que j'ai inventé, un petit peu en éventail comme ça. Et voilà, ça permet d'aller se placer partout. En fait, tout le mobilier que j'ai fait pour eux, ils le déplacent sans arrêt, ils le déploient. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'événements dans le hall, etc. Donc c'est quelque chose de très vivant. Voilà, donc les pitres. Donc là, c'est les débuts de la signalétique. Je pense que depuis, ça a évolué. J'ai pas toujours toutes les photos de mise en situation. Voilà, moi, je fais souvent les photos moi-même. On fait ce qu'on peut, on n'est pas là tout le temps, on vit pas forcément sur place, donc on a. Mais voilà, donc là, c'est les pitres, donc c'est à la fois des personnages, c'est la comédie, et en même temps, ça se replie et ça se déplie très facilement. Donc ça, c'est vraiment. Et en termes de fabrication, c'est pas non plus quelque chose de. Enfin, ça va, c'est plutôt abordable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose? Dans la, Ça, dans, les farandoles. dans la nature, Alors, ou dans la nature, des choses qui soient. pas dans la nature, qui soient démontables. Alors les farandoles, c'est des ateliers, c'est le Milleforme à Clermont-Ferrand, qui travaille beaucoup sur comment dire, la petite enfance et des ateliers, des événements, etc. Qui m'a commandé un mobilier pour des ateliers qu'avait dessiné Fanette. Donc c'était des personnages en papier comme des bébés qu'on devait habiller. Donc elle avait fait tout un travail comme ça sur des objets en papier avec des choses assez ornementales, assez belles, plein d'ensembles de choses qu'on pouvait voilà, venir habiller. Et moi, je voulais vraiment que les enfants travaillent les uns en face des autres, en farandole, vraiment. Ça a été vraiment mon idée. Enfin, je tenais à ça. Et aussi, un mobilier très bas. Ça a surpris beaucoup les gens pour qui j'ai fait ça. Ils m'ont dit: «Mais c'est beaucoup trop bas, il faut tout changer», alors que j'avais fait tous mes plans. Et moi, c'est l'enfer de faire mes plans parce que je maîtrise pas du tout, je ne maîtrise aucun logiciel de l'architecture. Je travaille que sur Illustrator, je viens de l'image. Donc si on me fait changer tous mes plans, ça va être l'enfer. Et en plus, j'y croyais, enfin, j'avais fait un travail pour ça. Et je leur ai demandé: «Est-ce que vous avez testé la hauteur réellement pour voir?» Donc on était au téléphone, hein. Il a commencé à coincer et tout, et je leur ai dit: «Testez» et tout. Ils ont mis un carton, un truc, ils ont dit: «Ah ouais, super» et tout. En fait, ça allait très bien parce que j'ai voulu vraiment que ce soit bas pour 2 raisons. Que les enfants, ils aient la bougeotte, donc ils aiment bien travailler à la fois debout, à la fois assis. Donc il y avait à la fois des tabourets euh, quasiment à la même hauteur que la table, et donc les enfants ont effectivement travaillé debout, les adultes étaient plutôt assis. Voilà, il y avait comme ça et vraiment la posture des corps, moi je trouve que c'est toujours important qu'on travaille, qu'on lise, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, le fait de travailler en rond, ça favorise le dialogue, ça favorise. Voilà, donc tout ça, j'ai inventé un petit système pliable, bien sûr, avec des tourillons. On vient mettre les tables les unes au-dessus des autres. Il y en a 4 en tout, farandole, et plus un espace bébé. Tout ça, ça tient dans une petite camionnette et ça va sur les places des marchés, ça va dans plein d'endroits différents. Ça a été à Milleforme, voilà. Là, comme ici en extérieur. Alors, quelque chose de dépliable en extérieur. Est-ce que j'ai ça? Je suis pas sûr, hein. C'est récent, les projets que j'ai en extérieur. Attends. Il y a l'arbre à poster, ça, si, ça peut aller en extérieur. Ça veut dire qu'on ne le laisse pas sur place.
Donc là, c'était vraiment pour les sessions posters et dans l'idée de tourner autour et d'activer même, on pouvait faire coulisser le tissu, etc. Bref, voilà. Donc ça permettait aussi à d'autres gens de s'emparer du système avec un autre graphisme. Voilà. Euh, Ah si, peut-être je peux montrer la scénographie que j'avais fait pour une exposition de Fanette dans la Lune, parce que ça, c'est très rudimentaire. Et du coup, ça a permis que ça tourne peut-être 3 fois, 4 fois, je sais pas. Enfin, l'itinérance, elle est toujours très relative selon des moyens qu'il y a après. Voilà, donc là, c'était vraiment... donc Fanette avait fait tout un cycle lunaire en sérigraphie magnifique comme ça. Et moi, j'avais proposé qu'on touche jamais au mur et qu'on puisse que le dispositif évolue au fil des jours, que chaque jour il y ait un plan qui soit renversé. Donc tout commence comme ça. La première lune ici, elle est renversée le jour du vernissage. C'est ce qu'on s'est calé sur le calendrier lunaire. Donc les lunes correspondent aussi au cycle lunaire. Et donc chaque jour, il y a une table qui est baissée. Donc à la fin, on peut même plus circuler que autour, etc. Donc voilà, il y a une évolution dans le temps comme ça. Donc ça, c'est très rudimentaire. Voilà, c'est juste vraiment une plaque rectangulaire avec une plaque triangulaire qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Ça doit tenir dans une caisse avec en plus les sérigraphies de Fanette imprimées sur du Forex. Ça doit tenir dans une caisse qui est à peu près grande comme ça. Donc ça marchait plutôt bien par rapport à l'itinérance. Voilà. Je pense que en extérieur... non, en extérieur, ça va pas être trop utile. Ah si, il y a ça. Ça, c'est une commande assez étonnante de la médiathèque de Colomiers, qui a travaillé en partenariat avec des associations qui essaient de favoriser la lecture, développer la lecture dans les écoles primaires de la ville de Colomiers. Donc c'était à la fois ministère de la Culture et Éducation nationale qui ont travaillé ensemble sur ce projet. Donc c'était assez intéressant. Et moi, j'avais déjà fait un mobilier comme ça, un peu itinérant. Et ils m'ont commandé un espace de lecture pour des enfants, une dizaine d'enfants. Voilà, donc là, quand je vous parlais des objets du quotidien, moi j'aime beaucoup faire du collage. Donc là, je ne sais pas si, comme il fallait transporter une caisse remplie de livres, donc je me suis servi de l'objet diable. Comme il fallait s'asseoir, j'ai collé 2 bancs à ça. Comme il fallait un petit signe familier, j'ai mis un petit drapeau. Et comme il fallait que ça puisse se déplacer, bien sûr, les roues, quoi. Voilà. Et donc tout ça, en fait, j'ai eu des retours très positifs. On en a fait 2 exemplaires. Il devait y en avoir plus, mais finalement, ça s'est arrêté à 2. Qui tournent beaucoup dans les écoles. Il est déplacé en camionnette, donc j'ai travaillé avec les contraintes des longueurs des camionnettes, etc. Et il y a une bonne appropriation des enfants qui veulent à tout prix s'en emparer, le bouger. Ils m'ont dit aussi que ça favorisait le temps de concentration. Ils restent posés comme il faut pour lire, etc. C'est assez calme, donc ça marchait plutôt bien. Et aussi, il peut être stocké dans la classe. C'est une école, des écoles récentes qui sont que au rez-de-chaussée. Donc ça a du sens de pouvoir aller même dehors dans le préau, enfin, dehors sous le préau ou même dans la cour ou dans les classes. Donc il y a vraiment une fluidité comme ça. Voilà, peut-être que ça peut aller un petit peu dans cette idée de quelque chose en extérieur. Super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces expériences. Eh ben, merci à vous.